Bonsoir à tous. Est-ce qu'on est bon au niveau de la communication? On est sur Facebook? Parfait. Bonsoir à tous, bonsoir aux élus, bonsoir au public, bonsoir aux Oriolais et à ceux qui nous suivent sur Facebook. Nous allons donc commencer ce conseil municipal et je vais proposer M. Blaya comme secrétaire de séance. Il est le plus jeune de nos conseillers municipaux. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette désignation? Vote à l'unanimité. Je vais donc procéder à l'appel nominal des 33 conseillers municipaux. Véronique Micheli, Jean-Paul Alouche, Sandrine Raffaelli, Jean-Jacques Mollard, Cécile Esposito, Roger Socia, Céline Legendre, Armand Bouilly, Anne-Marie Ressévier, Denis Chara, Richard Camus, Jean-Louis Millardot, Christine Henry, Régine Retort, Claude Pourchier, Denis Brunet, Marie-Dominique Belon, Nicole Monnier, Jérôme Vigne, François Cordeau. Il est en train de se garer, donc on va voir ce qu'il fait. En même temps, il met pour faire un créneau. Sophie Pérez donne procuration à Régine Retort, Laurence Brûlé, David Garcia, Anne-Marie Vallée donne procuration à Jean-Jacques Mollard, Manon Dimaggio donne procuration à David Garcia, Gabriel Pourchier donne procuration à Claude Pourchier, Guy Barbaroux, Éric Hoff donne procuration à Guy Barbaroux, Daniel Giraud, présent. Laurent Salmana, Michel Volpé donne procuration à Daniel Giraud, Jean-Pierre Azzori et Frédéric Blaya. La condition de quorum étant atteinte, j'ouvre cette séance du conseil municipal. Le service des assemblées vous a communiqué le procès-verbal du conseil municipal du 16 septembre dernier. Est-ce qu'il y a des observations? Et pour un vote à l'unanimité, l'ordre du jour de ce soir comporte 32 points. Donc je vous remercie d'être présent pour ce nouveau conseil municipal qui est un moment essentiel pour partager nos réflexions sur les projets en cours, les nombreux défis que nous rencontrons et les actions que nous menons au service de notre commune. Et je souhaite ouvrir cette séance sur une question cruciale pour le bien-être et la sécurité de nos administrés, la gestion des immeubles en péril dans notre centre-ville. Depuis 2020, près de 40 immeubles ont nécessité des interventions entraînant l'évacuation de 74 logements. Rien qu'en 2024, ce sont 20 bâtiments qui ont fait l'objet de procédures d'urgence ou ordinaires. Ces opérations, bien que souvent difficiles humainement, sont essentielles pour protéger nos habitants. Elles génèrent cependant des coûts significatifs pour notre commune. C'est pourquoi nous entamons cette séance avec une nouvelle décision modificative destinée à couvrir les dépenses liées aux travaux d'office, tout en équilibrant ces charges sans impacter notre section de fonctionnement. Pour faire face à cette situation qui s'inscrit dans la durée, nous travaillons en lien étroit avec la métropole et les services de l'État. Nous avons récemment rencontré Monsieur le Préfet pour accélérer la recherche de solutions et éviter que la commune ne se retrouve seule face à ces enjeux. Et parmi les mesures à venir, le permis de louer sera prochainement instauré pour renforcer notre lutte contre l'habitat indigne. Un agent est désormais entièrement dédié à cette problématique, preuve de notre engagement face à cet héritage complexe. Les drames de la rue d'Aubagne ou de Rivoli restent dans toutes les mémoires et je peux vous assurer que nous faisons tout pour prévenir de tels événements à Auriol. Cela nécessite également d'informer et de sensibiliser. À cet effet, une vidéo interview de Jean-Paul Alouche, mon premier adjoint, et de Jean-Jacques Mollard, élu à l'urbanisme, a été récemment diffusée pour répondre aux questions légitimes des administrés. De plus, un fascicule spécial sera consacré aux immeubles en péril et sera distribué en boîte aux lettres pour clarifier les obligations des propriétaires et rappeler, surtout rappeler, que la commune ne peut éternellement pallier ses responsabilités. Je rappelle que les travaux d'urgence qui sont financés par la commune devront être remboursés par les propriétaires à plus ou moins long terme. En parallèle, notre attention se porte aussi sur le patrimoine, symbole de notre identité collective. Le projet de rénovation de l'église Saint-Pierre avance. Les travaux prévus pour fin 2024 concerneront la charpente de l'abside. Et une demande de subvention, vous le verrez ce soir, de 840 000 €, soit environ 40% du budget, est en cours auprès de la métropole pour financer ce projet et ce chantier ambitieux.
Dans un registre différent, mais tout aussi important, nous souhaitons rendre hommage à M. Louiré, artisan et cycliste passionné. Une plaque sera posée sur la façade de son ancien atelier pour honorer sa mémoire et son engagement envers notre communauté. Et enfin, la consultation citoyenne pour la dénomination des cours de tennis des Artaud a connu une belle participation et a permis d'honorer 5 figures locales, nous le verrons tout à l'heure dans la délibération: Claude Mazali, Jean-Claude Duchol, Alain Sanchez, Jean-Claude Bousteau et le jeune Jérémy Taillet, dont la disparition prématurée reste douloureusement présente dans le cœur de beaucoup d'Oriolais. Ces 5 noms seront donnés à nos 5 cours de tennis et l'ensemble porteront le nom de Tennis des Artaud. Et ces actions illustrent notre volonté de concilier les besoins actuels de notre commune avec le respect de notre passé tout en renforçant les liens qui nous unissent. Je vais céder maintenant la parole à Madame Legendre, adjointe déléguée aux finances et au budget, pour vous présenter le premier rapport. Madame Legendre. Bonsoir à tous. La décision modificative numéro 1 de l'exercice 2024 du budget a pour objet de réajuster les prévisions budgétaires initiales tout en respectant l'équilibre du budget. Ce réajustement est lié à la série d'immeubles très dégradés mis en procédure de péril imminent en centre-ville. Il impacte le montant initial des dépenses réelles d'investissement prévues avec 350 kg de dépenses supplémentaires équilibrées en recettes de la même nature et sans impacter la section de fonctionnement. En effet, la commune doit faire face à des situations de péril qui se poursuivent concernant des immeubles en centre-ville et doit enregistrer des travaux d'office pour le compte de tiers défaillants ainsi que les facturations correspondantes à ces tiers. Une première décision modificative a été prise en juillet dernier qui est désormais insuffisante pour faire face à une situation qui perdure. Depuis 2020, près de 39 immeubles ont fait l'objet d'une procédure imminente ou ordinaire, soit près de 70 logements évacués. Pour la seule année 2024, une vingtaine d'immeubles a nécessité une intervention de Madame le maire, intervenant dans le cadre de ses pouvoirs de police. Des solutions opérationnelles complémentaires vont être engagées avec la métropole. Je vous propose donc d'approuver la décision modificative équilibrée en section de fonctionnement et votée en suréquilibre en section d'investissement à hauteur de 4 660 000 €, les recettes votées restant supérieures aux dépenses votées. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Oui, c'est comme une remarque, comme la dernière fois, c'était le même sujet, donc le même vote. Comme au départ, nous voterons contre cette... Très bien. Donc, qui est pour? Et 5 contre. Le rapport numéro 2, il s'agit de la protection sociale complémentaire et je vais laisser la parole à M. Bouilly, adjoint aux ressources humaines. Bonjour à toutes et à tous. Donc, il s'agit de la délibération relative à la protection sociale complémentaire, adhésion donc à la Convention de participation prévoyance et santé pour la période 2025-2030 du CDG 13. La commune d'Oriol, afin de proposer cette protection sociale complémentaire, a participé à la procédure de passation du CDG 13 pour la prévoyance et la santé. Le CDG 13 propose une offre pour ces deux risques dans le cadre d'un contrat avec d'une part la société d'assurance Alliance Vie par l'intermédiaire en assurance collective en prévoyance. Il s'agit en l'occurrence de risques liés à la perte éventuelle de revenus, incapacité ou invalidité permanente. Et d'autre part la mutuelle nationale territoriale, connue sous le nom de MNT, en santé. Ces éléments ont fait l'objet d'une présentation en CST le 24 octobre dernier. Ainsi, à compter du 1er janvier 2025, la commune d'Oriol devra prendre en charge la participation à la prévoyance. Pour la santé, le nouveau contrat entrera en vigueur au 1er janvier 2026. Pour 2025, la participation sera toujours à l'euro symbolique. Ainsi, je vous propose d'approuver l'adhésion à la convention de participation conclue entre le centre de gestion 13 et la société d'assurance Alliance Vie par l'intermédiaire en assurance collective pour le risque prévoyance à partir du 1er janvier 2025. Et d'autre part, donc, d'adhérer
à la convention de participation conclue entre le CDG 13 et la Mutuelle nationale territoriale. Ensuite, de décider d'accorder une participation financière aux agents titulaires et stagiaires, ainsi qu'aux agents contractuels de droit public et de droit privé en activité, pour le risque prévoyance à partir du 1er janvier 2025. Le montant de la participation employeur est fixé à 7 € par agent et par mois. Le risque santé à compter du 1er janvier 2026, c'est-à-dire les risques d'atteinte à l'intégrité physique de la personne et la maternité, le montant de la participation employeur sera fixé à 15 € par agent et par mois. Enfin, de prendre acte que l'adhésion à la convention de participation est incluse dans la cotisation additionnelle des collectivités et établissements affiliés au centre de gestion 13 et d'autoriser Madame le maire à signer le contrat collectif en prévoyance en santé, ainsi que tout acte pris en application de la présente. Si je devais résumer en un chiffre, si jamais les agents décident, parce que bien évidemment il s'agit de volontariat, si jamais la mutuelle ou l'offre proposée est plus avantageuse que celle dont ils bénéficient à titre perso, cela représentera pour les deux conventions un investissement de 77 000 € par la ville. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Donc, qui est pour? À l'unanimité. Le rapport numéro 3, il s'agit de la création d'un emploi permanent d'adjoint d'animation territoriale principale. Et je laisse la parole à M. Bouy. Oui, c'est une délibération comme on en connaît souvent. Là, il s'agit, on peut s'en féliciter, de la réussite d'un agent en poste à l'examen professionnel d'adjoint d'animation principale territoriale principale de 2e classe. Il s'agit donc de créer le poste correspondant qui sera pourvu par un fonctionnaire. Donc à savoir un poste que je viens de citer, afin d'assurer les missions liées aux activités de loisirs, sport, jeunesse, étant précisé que les conditions de qualification sont définies réglementairement et correspondent au grade statutaire retenu. La rémunération, comme d'habitude, sera calculée par la référence à la grille indiciaire correspondant et assortie du régime indemnitaire dans les conditions prévues par délibération précitée le cas échéant. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Un vote pour à l'unanimité? Je vous remercie. Le rapport numéro 4, M. Bouilly. Oui, donc la 4, 5 et 6 vont se ressembler puisque ce sont des délibérations pour acter d'un renfort des équipes actuellement en place. Dans la délibération numéro 4, il s'agit de créer un emploi d'adjoint d'animation territoriale principale de 2e classe à temps complet au niveau du cadre d'emploi des adjoints d'animation territoriaux pour assurer donc les activités de loisirs, sport, jeunesse au sein du pôle éducation, jeunesse, sport et association de la ville. Cela relèvera de la catégorie C. Il y a des questions? Non. Pas de questions. Qui est pour? Qui est contre? Donc 5 contre. Le rapport numéro 5. Toujours M. Bouilly. Ouais, toujours dans l'esprit de renforcer les équipes et offrir un meilleur service aux Oriolais. Il s'agit de créer deux postes d'adjoint technique principal de 2e classe de catégorie C à temps complet afin d'assurer les missions d'exécution de travaux techniques au sein des services techniques de la ville. Ces emplois pourront donc être pourvus par un fonctionnaire ou par un agent contractuel. Ainsi, je vous propose de créer ces deux postes à temps complet au cadre d'emploi, selon les qualifications requises, de réserver la possibilité de recruter les agents contractuels et de dire que les 10 emplois d'adjoint technique principal pourraient être occupés par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une durée maximale de 3 ans, renouvelable dans la limite de 6 ans, sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté. Merci. Des questions? Pas de questions. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Et enfin la dernière, il s'agit de créer un poste d'adjoint administratif territorial, 2e classe de catégorie C, à temps complet également, pour assurer les missions d'infographiste vidéaste au sein du service communication de la ville, compte tenu du caractère infructueux du recrutement à l'issue des candidatures et entretiens. Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire ou un agent contractuel. Ainsi, comme dans les cas précédents, je vous propose de valider la création de ce poste, de se réserver la possibilité de recruter un agent contractuel et de dire que ce dit emploi pourrait être occupé par un agent contractuel dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, d'une durée max de 3 ans, renouvelable dans la limite de 6 ans. Est-ce qu'il y a des questions? Oui.
Madame Géraud. Je voudrais juste qu'on fasse, si c'est possible, le point sur le nombre de personnes qu'il y a au niveau de ce service de la communication. Parce que le précédent mandat aussi, on a voté une création d'un emploi. Donc si c'était possible de faire le point, savoir combien il y a de personnes dans ce service et quelles fonctions ils exercent. Alors, justement, sur le précédent conseil, on vous explique qu'il y a eu, ça a été infructueux. Donc, en fait, ce que nous avons proposé au dernier conseil, il n'y a pas eu de résultat. Aujourd'hui, il y a 2 personnes, d'ailleurs, qui sont là ce soir, qui travaillent au service communication. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Bonjour madame. Donc, entre-temps, M. Cordeau et Mme Zimajou est arrivé. À mettre sur le rapport. Donc nous passons au rapport numéro 7. Il s'agit d'indemnité de fonction allouée aux maires, aux adjoints et aux conseillers municipaux délégués. Alors en fait, on repasse la délibération qui a été soumise au conseil municipal du 16 septembre dernier, qui a été rejetée par le contrôle de légalité parce que nous n'avions pas précisé les motivations qui étaient fondées sur des critères objectifs qui faisaient défaut dans notre délibération. Or, c'est un peu étonné, alors on a rajouté ces critères objectifs, mais ces délibérations étaient passées 3 fois déjà, puisque nous les avions votées lors du conseil municipal d'installation, puis revotées à l'arrivée de M. Elzouri, revotées encore une fois et reproposées. Donc c'était la 4e fois que nous proposions cette délibération, 3 fois acceptée par le contrôle de légalité, la 4e, ça a posé problème. Donc nous avons demandé ce qu'il fallait qu'on écrive dessus, et on a rédigé cette délibération. Voilà. Donc sur le fond, c'est la même chose, sur la forme, il y a quelques changements. Des questions? Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Abstention. Très bien. Le rapport numéro 8, c'est une approbation de l'avenant numéro 7 à la convention de gestion relative à la compétence création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle. C'est une délibération que nous passons chaque année. Un transfert en fait de compétences qui appartiennent à la métropole et qui sont transférées de façon provisoire en attendant que la métropole sache ce qu'elle va faire de ces zones d'activité. Donc c'est une délibération que nous passons chaque année. Donc pas de questions. Approbation à l'unanimité. Merci. Le rapport numéro 9. Il s'agit de la communication des rapports sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement et de la prévention de la gestion des déchets pour l'année 2023. Et je laisse la parole à M. Camus. Bonsoir à tous. Donc, il s'agit de prendre acte de la communication du rapport annuel 2023 sur le prix de la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement et de la prévention et de la gestion des déchets établis par la métropole Aix-Marseille-Provence, qui en a la compétence et qui sont annexés au rapport. Ce rapport a été présenté en conseil métropolitain lors de la séance du 10 octobre 2024. Concernant l'eau et l'assainissement, en quelques mots, sans être exhaustif, la production de l'eau potable est gérée à Auriol par la SOR jusqu'au 31 décembre 2026. En 2023, l'année a été marquée par, comme en 2022, le tarissement accéléré et sévère de la ressource naturelle captée au lieu-dit le Clos. Il a été nécessaire, en substitution de ces ressources, d'acheter en secours une quantité nettement plus importante que prévu d'eau brute à la Société du Canal de Provence. Des travaux de gros entretien, du forage, de la baie, pour maintenir l'alimentation de la station de potabilisation du même nom. La poursuite des actions de renouvellement du réseau vieillissant dont le rendement est relativement faible, 74%, sur le pont de la République et le pont de la Banne. En ce qui concerne les eaux usées gérées par la SPL Eau des Collines, en 2023 à Auriol ont été réalisés des travaux de mise en conformité de la station d'épuration. Le prix global de l'eau et de l'assainissement TTC au 1er janvier 2023
et de 4,13 € par mètre cube sur la commune d'Auriol, pour une consommation de 100 mètres cubes par an, contre 3070 mètres cubes au 1er janvier 2022, soit une augmentation de 11% liée aux achats d'eau de SCP et à l'ajout du traitement de l'eau sur la source du Clos. Concernant les déchets et la collecte, au niveau métropolitain, l'évolution du ratio de déchets ménagers est assimilée, DMA, est en 2023 en baisse de 9% par rapport à 2015. Ce dernier est à comparer avec l'objectif réglementaire qui nous impose de baisser de 10% la production d'ici 2025. Ainsi, en 2022 et 2023, les évolutions de flux sont les suivantes. Les ordures ménagères ont baissé de 5,1%, la collecte sélective de moins 1,1% et la déchetterie de moins 2,5%. Au total, sur le territoire métropolitain, c'est 1 087 264 tonnes de déchets qui ont été prises en charge par les différents services, soit près de 571 kg par habitant. Les moyens humains en 2023 se comptabilisent à 2171 agents répartis de la façon suivante. 1719 direction collecte et des déchets, 171 agents d'activité transfert et déchetterie, 44 agents activité traitement et tri et 237 agents activité de services généraux. Les moyens matériels sont, quant à eux, s'élèvent à 662 véhicules et matériels techniques, dont 623 dédiés à la collecte et 39 affectés au transfert et transport des déchets et à l'exploitation des sites de traitement. La métropole dispose également de moyens de pré-collecte répartis entre autres en bac roulant pour les ordures ménagères, 1268, colonnes à biflux de 4414 et colonnes verts, 4237. Les dépenses de fonctionnement pour assurer le service se sont élevées à 432 millions d'euros TTC et les dépenses de fonctionnement à 52,9 millions d'euros TTC. Ainsi, je vous propose de prendre acte de la communication de ce rapport. Est-ce qu'il y a une intervention? Monsieur Barberousse. Oui. Pardon, excusez-moi. Oui, 2-3 chiffres uniquement, on ne va pas rentrer dans le rapport, bien sûr. Ça concerne le rendement du réseau, première chose. Bon, on est à 84,36 au niveau de la métropole, par rapport à 80,3 pour la moyenne nationale, donc c'est un bon rendement, si on peut dire, parce que, bon, les tuyauteries sont des fois un peu anciennes. Par contre, au niveau d'Auriol, on est à 71,3%. Donc voilà, donc il y a quand même une distorsion, enfin un retard à ce niveau-là. Alors j'ai vu qu'il y avait eu en décembre 23 trois communes, Jouques, Corogne et Port-de-Bouc, sur lesquelles donc, il y a une action qui sera portée pour améliorer ce rendement. Je remarque au passage que Corogne est à 73,38 alors que nous on est à 71 des poussières. Donc ça m'étonne un peu, mais enfin bon bref. Voilà, la question c'est est-ce que vous comptez donc les années futures inscrire Auriol, donc puisque le rendement est un des plus faibles qu'il y a dans toutes les communes de la métropole, pour justement agir sur ce ratio qui est pénalisant pour la commune, puisqu'on achète en plus l'eau au canal. Voilà, donc ça c'est la première remarque et la première question. Donc globalement bon, mais pas au niveau de la commune. La deuxième, ça concerne, parce que c'est important aussi, je mélange les pinceaux, dans la page 41, je complique le reste. Alors 82, j'ai bien là. 2 secondes. Bon, enfin, je l'ai de tête. Au renouvellement des réseaux assainissement, donc on s'aperçoit que pour 2023, au niveau de la métropole, on est à 0,35%. Il y a un décrochage. Pendant les années précédentes, on était à 0,40, enfin c'est le niveau, au niveau métropole. Donc on est passé à 0,35, pendant que la moyenne nationale montait, et on est à 0,49%. Donc il y a quand même un écart significatif, et qui est important également, puisque bon, la recherche de rendement passe par le renouvellement des réseaux. Donc ces deux chiffres sont un peu
corrélés, si on peut dire, puisqu'ils vont ensemble. Voilà, on voit qu'il y a une action importante à faire à ce niveau-là et que pour l'instant, les moyens ne sont pas mis pour que, globalement, on rattrape toutes les déficiences qu'il peut y avoir dans certaines communes de la métropole. Voilà, ça c'est le point principal. Bon, au niveau des tarifs généralisés, bon, on est quand même dans la moyenne à peu près, plus ou moins de toutes les communes. Et pour finir, en parlant des déchets, effectivement, il y a un chiffre important, c'est la baisse du ratio des déchets par habitant, où on était pendant quelques années au niveau de la métropole, depuis 2015 jusqu'à 2021, on se situait autour de 620-640. Et là, effectivement, depuis 2022 jusqu'à 2023, on est à 571, donc on voit qu'il y a un effort très important de lutte contre le gaspillage, et c'est à relever à ce niveau-là. Voilà, donc moi, mon souci principal, c'est sur le rendement du réseau, le renouvellement des réseaux, pour justement améliorer ce ratio qui est faible, qui est un des plus faibles des communes de la métropole. Très bien, bon, concernant les déchets, vous avez souligné qu'il y a un effort important qui est fait et par la métropole et par la commune, aussi bien en termes de prévention qu'en termes de répression. Nous avons mis les moyens pour faire en sorte que les déchets soient diminués pour des raisons écologiques aussi, pas simplement pour des raisons de coût. Concernant l'eau, moi je suis élue depuis 2001 et j'entends que le réseau d'eau de la commune n'est pas bon et qu'il y a des pertes en eau depuis 2001. Donc c'est quelque chose qui n'est pas nouveau et qui ne date pas de notre arrivée. Il y a des efforts qui ont été faits pour réparer régulièrement les fuites d'eau qui sont connues. Et dans le contrat qui a été signé par mes prédécesseurs, dont faisait partie avec la SOR, il y avait aussi des demandes d'entretien du réseau d'eau et de réparation. Donc, j'ai envie de vous dire, nous avons une situation héritée aujourd'hui. Depuis 2020, nous avons demandé à la métropole de travailler sur un schéma directeur de l'eau, c'est-à-dire que, et surtout depuis les difficultés que nous avons rencontrées au niveau du tarissement, de diminution de la source du Clos en 2021, où le problème s'est posé de savoir quelles étaient les ressources en eau qui pouvaient être trouvées au niveau de la commune d'Oriol. Et à la suite de ça, le schéma directeur de l'eau a été lancé à notre demande par la métropole. Donc ça a pris le temps qu'il a fallu. Et nous allons avoir bientôt une réunion de compte rendu en fait, de ce schéma directeur de l'eau qui a analysé les besoins dans les quartiers, les points à renforcer. Donc il va y avoir un travail qui va être lancé ensuite par la métropole concernant des stations de potabilisation aussi, puisque nous avons recours aujourd'hui un petit peu plus au canal de Provence, donc il y a des installations à faire. Et il fallait regarder quelles étaient les installations à renforcer ou pas. Est-ce que le problème de la source du Clos pouvait être résolu par des investigations ou pas? Et donc essayer de voir quels étaient les investissements les plus intelligents à faire et surtout les plus pérennes. Parce que je rappelle quand même que nous dépensons de l'argent public et qu'il faut qu'il soit dépensé le mieux possible pour qu'on n'ait pas dans quelques années d'autres soucis de pénurie d'eau. Donc il y a un travail qui se fait avec la métropole et je vous rappelle aussi que notre délégation de service public avec la SOR se termine en 2026 et qu'il y a là aussi une réflexion qui va être lancée avec la métropole pour savoir quel sera le prestataire qui sera choisi derrière. Un ensemble de réflexions qui sont menées et dont dépend aussi, ce choix dépend aussi des investissements qui seront faits derrière. Donc il est évident qu'il y a deux réflexions à mener en parallèle, la réparation des circuits qui sont obsolètes, mais encore une fois, je crois que c'est pas nouveau et c'est un système qui est vieillissant. La métropole a bien conscience de tout ça. Il y a aussi des réseaux qui sont... on a demandé à la métropole de pouvoir les récupérer. Je pense au réseau d'eau de Sauveclare, mais on est sollicité aussi par des réseaux privés aux Adrets, dans certains quartiers. Là aussi, il y a un travail qui est fait avec la métropole pour pouvoir essayer de trouver des solutions avec les ASL, avec les habitants qui aujourd'hui se retrouvent confrontés à des difficultés de pénurie, de surpresseurs qui ne fonctionnent pas.
voilà, la réflexion, elle est globale, elle est menée avec les services de la métropole pour essayer de trouver des solutions qui soient pérennes dans le cadre de ce schéma directeur de l'eau. Voilà. Ça aboutira donc l'année prochaine. Les comptes rendus doivent nous être faits. Je crois qu'on a une réunion la semaine prochaine. Hein, c'est ça. Dans décembre. Et de toute façon, la réflexion, elle est menée aussi en parallèle avec le prestataire qui va prendre la suite après la sorte. Voilà. Donc c'est tout un ensemble d'éléments, parce que dans le cahier des charges de celui qui va reprendre le marché de l'eau sur la commune, ben, il va y avoir aussi une partie d'investissement, une partie d'entretien, et tout ça, ça va peser aussi dans la balance. Voilà. On prend acte de ce rapport, on ne le vote pas. Donc nous passons au rapport numéro 10. Il s'agit de l'approbation du projet de convention de mise à disposition d'un local d'équipement à titre gratuit avec le tribunal judiciaire de Marseille. Et c'est Madame Esposito qui va nous présenter ce rapport. Bonsoir à tous. Effectivement, il s'agit d'approuver le projet de convention de mise à disposition de locaux et d'équipements à titre gratuit au sein de l'hôtel de ville pour permettre au tribunal judiciaire de proposer des permanences du conciliateur de justice pour les administrés à compter du 1er janvier prochain, 2025, pour l'année. Cette permanence se déroulera chaque lundi matin de 9h à 12h30. Et il s'agit d'acter le changement de lieu avec les précédentes conventions qui avaient été votées le 13 novembre 2023 et le 27 décembre 2022. À l'époque, la permanence s'effectuait à l'espace Plumier et désormais sur l'hôtel de ville. Bon, c'est une convention qu'on passe régulièrement, donc c'est juste un changement de lieu. Un vote à l'unanimité ? Oui. Je vous remercie. Il s'agit maintenant d'un certain nombre de délibérations concernant l'urbanisme. Donc je vais céder la parole à Monsieur Mollard, qui est notre adjoint délégué à l'aménagement, l'urbanisme, l'habitat, le logement et la mobilité, et pour les rapports, à partir du rapport numéro 11. Merci beaucoup Madame le maire, bonsoir à tous. Dans le rapport numéro 11, il s'agit d'approuver la vente des parcelles communales à Madame et Monsieur Moussa. Ce sont des parcelles situées au J-Pierre, le Défend, au-dessus du programme immobilier la Réserve, qui jouxtent leur propriété. On cède des parcelles pour une superficie totale de 28 574 m² pour un montant de 22 001,98 €. Alors ces parcelles sont situées en zone naturelle, toute construction est interdite. L'objectif de monsieur et de madame Moussa est d'élargir et améliorer l'environnement disponible de leurs chevaux de compétition. Donc je vous propose d'approuver la vente et d'abroger la délibération précédente du 21 février 2022 et d'autoriser madame le maire à signer tout document relatif à cette affaire. Oui, la précédente délibération, je crois que la zone était un petit peu plus importante, plus étendue. Ils n'ont pas souhaité acheter la totalité et donc on réduit la zone. De 10 hectares. Madame Giraud. Oui. Donc cette délibération annule celle qu'on a votée en février 2022, oui. Donc pour la vente de terrains communaux à la famille Moussa à Pont-de-Joux. Alors certes, on voit bien que quand on lit la délibération d'aujourd'hui, la vente donc concerne 2 hectares 8 au lieu de 12 hectares. Mais effectivement, moi en 2022, j'avais fait une intervention en vous alertant tout simplement sur le zonage donc des terrains qui étaient proposés, que vous proposiez à la vente, et donc ce zonage était en rouge et les terrains effectivement étaient en rouge au niveau du plan de prévention des risques naturels, risque d'effondrement, affaissement, chute de blocs et glissement de terrain. Donc effectivement, et parallèlement, j'en avais effectivement adressé aussi une lettre au préfet dans ce sens pour dénoncer qu'effectivement, il y avait des terrains qui étaient frappés par cette zone rouge. Donc cette délibération, on voit bien que dans cette délibération, ces terrains ont été exclus, donc il y a moins de superficie. Donc on peut se dire que c'est la raison qui l'a emporté, donc on votera pour.
Oui, c'est pas la raison, c'est les finances. Surtout, ils ne pouvaient pas acheter autant, donc ils nous ont demandé de réduire le nombre de mètres carrés. Donc un vote pour à l'unanimité. Le rapport numéro 12, M. Bollard. Oui, alors il s'agit pour ce rapport d'approuver la cession à l'euro symbolique de la parcelle cadastrée LT47 de 36 mètres carrés à l'avenue Paul Garnier appartenant à M. Roubaud et Mme Holstein en faveur de la commune. Donc il s'agit d'une portion à usage de trottoir. Le parking situé devant l'entrée de leur domicile va être déplacé. Donc il faut dans ce cadre déplacer le pluvial, on déplace juste la valoir, dans l'avenue Paul Garnier et réaliser le passage bateau. La commune donc prend à sa charge ces travaux. Donc je propose d'approuver l'acquisition de la parcelle LT47 et d'autoriser Madame le maire à signer tout document relatif à cette affaire. Voilà, il s'agit d'une régularisation. La même chose pour le rapport numéro 13. Donc, qui est pour le rapport 12 à l'unanimité, le 13. Alors, le 13, il s'agit donc de l'acquisition par la commune à l'euro symbolique également de la parcelle cadastrée LT285 de 88 mètres carrés et LT286 de 9 mètres carrés qui ont été remaniés, qui sont issus de la parcelle LT122 appartenant à la famille Breza. En effet, un parking public est construit en partie sur ces parcelles et la situation doit être régularisée. Donc je vous propose d'approuver l'acquisition à l'euro symbolique de ces parcelles et d'autoriser Mme le maire à signer l'acte authentique ainsi que tout document relatif à cette affaire. C'est une régularisation et je pense que ça date même d'avant 2001. L'aménagement du parking en haut de l'avenue Paul Garnier. Ah bon? C'est des petites erreurs de... Oui, tout à fait. Voilà, tout à fait. À la marge. Sauf qu'aujourd'hui, ça pose des problèmes pour les ventes des terrains et les successions. Voilà, c'est pour ça que nous sommes obligés de régulariser. Donc un vote pour à l'unanimité. Le rapport numéro 14, il s'agit de la vente d'une parcelle communale à la route des Boyers. Monsieur Bollard. Oui, donc il s'agit d'approuver la cession de la parcelle cadastrée KE 109, une parcelle de 84 mètres carrés sur la route des Boyers appartenant à la commune. En effet, donc, cette parcelle elle est située au milieu des parcelles déjà acquises par une société civile immobilière en construction de vente auprès de particuliers. Cette parcelle ne constitue pas un enjeu pour la commune, mais elle est identifiée comme indispensable pour le projet de construction à venir en faveur de la production de logements. Effectivement, il va y avoir dans ce programme des logements sociaux, nous sommes carencés, donc il nous est apparu opportun de céder cette parcelle qui ne nous sert à rien pour l'instant. Donc je vous propose d'approuver la vente de cette parcelle cadastrée KE 109 à la SCI de construction Route des Boyers pour un montant de 7 000 € et d'autoriser Madame le maire à signer tout document relatif à cette affaire. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, on a plusieurs questions. Alors, on a... Ah, pardon, ça ne marche pas? Oui. Plusieurs questions. Donc on vote aujourd'hui la vente de cette parcelle. Donc on a vu sur les documents accessibles par n'importe quel citoyen qu'il y a eu un dépôt de permis qui a été fait le 30 octobre 2024 par cette société. Donc on voudrait savoir pourquoi on n'a pas fait la vente avant le dépôt de permis. Déjà c'est une première question. Ensuite concernant cette parcelle, sur cette parcelle elle est traversée par un béal. Et donc, moi qui me passionne par le patrimoine auréolé, donc j'ai ressorti des livres qui sont en ma possession. Et ce béal, en fait, il part de Saint-Zacharie, il descend tout le long de Saint-Pierre, il traverse tout le village et il descend jusqu'à Pont-de-Joux. Donc, c'est un béal qui a forcément une utilité. Donc, on voudrait savoir si ce béal, si vous vendez la parcelle, est-ce qu'il va y avoir des constructions sur ce béal? Voilà. Alors, après, je ne sais pas si tu me complétais. Vous avez d'autres questions ou je réponds? Non, répondez déjà. Voilà. Oui, alors effectivement, il y aura un aménagement réalisé pour conserver le béal. Et après, est-ce que vous pouvez nous dire exactement, puisqu'on on a demandé à la communication du permis, donc il est en instruction. Il est en instruction. Voilà. Est-ce qu'on peut nous dire si c'est des villas, si c'est des petits immeubles, est-ce qu'on peut nous dire au moins ce renseignement? Alors ce seront des villas. Et il y a en gros, je vais vous retrouver le chiffre.
20 logements sociaux. Les logements sociaux. En Parce villa. qu'on a Dans des petites bastides. D'accord. Parce qu'on a vu qu'effectivement, il y avait un emplacement réservé, donc ça, j'imagine que ça sera pour un aménagement routier. Tout à fait. Voilà. C'est la condition et c'est la raison pour laquelle nous vendons la parcelle pour la mise en sécurité. Il y aura peut-être un petit giratoire. Enfin, voilà, c'est à venir. C'est en discussion avec le département, le service des routes du département. Mais plutôt que de le vendre, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire une servitude et garder la propriété de ce BA, puisqu'il y a une continuité quand même de Saint-Zacharie jusqu'à Madriol. Moi, je ne vois pas l'intérêt de le vendre spécialement. Ouais. Après, C'est le patrimoine oriolé. Hein. c'est quand même une continuité. Vous dites qu'ils vont le conserver, mais on est sûr de rien, Eh ouais. une fois que c'est à Eh l'eau. ouais. Bah non, d'abord on va contrôler et ensuite ça permet aussi de faire financer quelque chose au constructeur au lieu que ce soit la commune qui finance, tout simplement. Oui, oui. Donc ça C'est un c'est... risque de comprendre. Il n'y a pas de risque pris puisque pour avoir la conformité d'un permis de construire, il y a un certain nombre de critères qui sont vérifiés et celui-là va être vérifié particulièrement. Et on aura un accès à ce BA. Bien sûr, c'est prévu. Pas d'autres questions? Donc, qui est pour? Qui s'abstient? 5 abstentions. Le rapport numéro 15, monsieur... Voilà. Oui. Donc, il s'agit d'approuver une convention de servitude avec Enedis à titre gratuit pour le passage de lignes électriques en souterrain. Il y a environ 10 mètres, ainsi que tous les accessoires dans la propriété communale cadastrée KP numéro 24 au Tourac. La réalisation de ces ouvrages nécessite donc la conclusion d'une convention de servitude entre la commune d'Oriol et Enedis. Donc je vous demande d'approuver la convention de servitude au profit de la société Enedis sur la parcelle communale KP numéro 24 et d'autoriser Madame le maire à signer la convention, l'acte notarié ainsi que tous les documents relatifs à cette affaire. Des interventions? Je vote pour Oui. à l'unanimité. Le rapport numéro 16, c'est toujours des ventes de parcelles, monsieur Delin. Oui. Donc, il s'agit de présenter à nouveau l'approbation de la cession à titre onéreux des parcelles issues de la division de la parcelle KD 174 pour 184 m² en forme de bande sur la longueur située en zone UT1 du PLUI au prix de 26 072,80 €, soit 141,70 € le mètre carré, appartenant au domaine privé communal, au quartier des Artaud, avenue Jeanne et Marius Sanfou, attenant au projet immobilier. Pour étendre le stationnement de ce projet à l'intérieur, en effet, il y avait une discordance entre l'évaluation France Domaine et la délibération mentionnant une superficie de 120 m² au lieu de 184 m². Donc nous corrigeons l'erreur. Donc ainsi, je vous demande d'abroger la délibération numéro 127-2024 du 19 septembre 2024 et d'approuver la cession de ces parcelles et autoriser Madame le maire à signer tout document relatif à cette affaire. Voilà, on en a parlé lors du dernier conseil municipal, c'est une erreur des services qui n'a pas recopié le bon métrage par rapport à la dernière évaluation des domaines. Voilà. Disons que s'il y avait une première évaluation qui n'a pas été modifiée par la suite. Par rapport au métrage. On a eu une deuxième évaluation sur le nouveau métrage. Voilà, et en fait, il y a eu copie de la première évaluation et pas du nombre de mètres carrés correspondant. Voilà, c'est une erreur. J'ai bien compris, je l'avais traduit quand le jour de la délibération, j'ai fait pour atteindre et on va retomber sur les chiffres. Non, voilà, donc, moi je ne suis toujours pas d'accord sur le montant de la vente, c'est le montant du prix, quoi. Donc on votera encore contre cette délibération. C'est l'évaluation des domaines. Hein. Oui, mais on diminue la moitié du prix en disant que ces terrains, ce sont des délaissés. Ce sont des délaissés tellement délaissés que si on n'avait pas, il n'achetait pas ces terrains, il y a 2 villages qui sautaient. Alors bon, moi j'estime que c'est des terrains importants pour le promoteur et donc importants pour nous. Voilà, donc c'est mon point de vue. Il y a un ma réflexion. que vous avez mis vous il y a quelques années, non, sur ce truc. Donc, bon, je ne vais pas revenir sur le débat de la dernière fois, mais voilà, ça avait été si important que ça, vous l'auriez pris, non? Avant de faire la route. Non, mais vous avez diminué le prix, pardon, je suis désolé, c'est dans la... On n'a pas diminué, on l'a ajusté. Non, le prix de 280, vous l'avez tombé, il était marqué. On a tombé marqué 140, sous prétexte que les terrains ne sont pas importants. Ils sont importants pour certains. Pas pour nous, pour vous, mais pour le promoteur, c'est important. Donc je pense qu'on aurait pu garder le prix normal. C'est le prix des domaines qui est fabriqué. Le prix des domaines, il y a marqué qu'on l'utilise par deux.
Non, c'est par rapport au chiffre. Non, c'est le métrage qui a été. Non, c'est le métrage qui a été refait. Bon, Le prix moyen sera appliqué à un abattement de 50% parce que le terrain évalué présente une situation particulière qui n'a pas d'intérêt pour la commune, etc. C'est marqué en clair. On a dit bon, vous avez voté contre la dernière fois, contre cette fois-ci, très bien. Allez, 5 contre. Pour un délaissé de 184 mètres carrés, on ne va pas passer tout le conseil municipal. Le rapport numéro 17. Il s'agit d'approbation de la convention de partenariat avec le lycée des métiers René Caillé et de nouveau M. Mollard. Oui, donc il s'agit d'approuver la convention de partenariat avec le lycée des métiers René Caillé, une convention qui est jointe, afin de permettre aux étudiants du lycée de réaliser des projets de fin de formation. La commune a lié avec les enseignants à identifier des sites pour réaliser des relevés topographiques dans le but de proposer des aménagements urbains, le château Saint-Pierre, la chapelle Sainte-Catherine et le centre ancien et la rue Salomon. Donc je vous propose d'approuver la convention et d'autoriser Madame le maire à signer tout document relatif à cette affaire. Projet très intéressant. Effectivement, et puis ça nous permet d'avoir des jeunes qui travaillent au sein de la mairie et qui travaillent aussi avec des contrats d'apprentissage et c'est très très intéressant pour eux. Donc un vote pour à l'unanimité. Le rapport numéro 18, c'est l'approbation du projet de convention de travaux. Donc je laisse la parole à M. Mollard. Merci. Donc il s'agit d'approuver le projet de convention de travaux avec mise à disposition du domaine public routier relatif à l'aménagement des cheminements piétons sur le secteur des Gipierres. Pour cette opération, les travaux comprendront donc l'ensemble des prestations suivantes, des terrassements nécessaires à la réalisation des trottoirs, la réfection ponctuelle de la voirie, la création et la réfection de trottoirs, la réalisation de la signalisation verticale et horizontale, la réalisation de réseaux divers pour la ville et pour les téléphones. Je vous propose donc d'approuver le projet de convention de travaux avec mise à disposition du domaine public routier relative à la réalisation de l'aménagement des cheminements et d'autoriser Madame le maire à signer la dite convention et tout document relatif à cette affaire. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Donc un vote pour à l'unanimité. Le rapport 19. Alors, il s'agit d'approuver l'extension du périmètre de l'opération d'aide en partenariat avec le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement des Bouches-du-Rhône et le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône au profit des propriétaires privés pour la rénovation des façades dans le centre-ville, comme c'est joint en annexe. Alors, il s'agit donc de renforcer l'attractivité par une mise en valeur globale de l'habitat, d'inciter à un ravalement respectueux des caractéristiques du bâti ancien. Donc, on a constaté que peu de dossiers ont été subventionnés, eu égard notamment au périmètre limité de l'opération, en lien avec nos partenaires. Donc, il s'agit d'étendre le périmètre correspondant à la zone UA1 dans l'OAP Centre-Ville ou PL8, afin d'encourager la requalification et la mise en valeur du centre ancien. Donc, l'animation de ce dispositif sera assurée par les services habitat et urbanisme de la commune, en lien avec l'architecte conseil du CAUE. Donc, je vous propose d'approuver l'extension du périmètre proposé pour l'opération embellissement des façades. Donc, ça correspond à une forte demande que nous avons. Une intervention, un vote pour à l'unanimité pour nos façades du centre-ville. Le rapport numéro 20, toujours M. Mollard. Donc, il s'agit de présenter à nouveau un conseil municipal pour accorder son engagement en garantie d'emprunt destiné à financer l'acquisition de 69 logements locatifs sociaux sur le programme dénommé La Réserve au chemin des Gipierres à Pont-de-Joux. En effet, l'opération n'ayant pu aboutir dans les délais impartis, un nouveau contrat de prêt est présenté et soumis à l'approbation du conseil municipal pour une garantie à hauteur de 50%. Donc, en contrepartie de la garantie, la commune bénéficie de 7 logements réservés dans cette opération. Donc, je vous propose d'accorder la garantie d'emprunt décrite, de s'engager pour toute la durée du prêt à libérer en cas de besoin des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt et d'autoriser le maire, madame, à signer tout document relatif à cette affaire. Et enfin, donc, d'abroger la délibération numéro 2024-65 du 27 mai 2024. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, qui est pour à l'unanimité. Nous passons au rapport numéro 21 avec le permis de louer. Monsieur Mollard. Oui.
Donc il s'avère que le centre ancien d'Oriol est fortement touché par des situations d'immeubles dégradés, déclarés en péril et situés en plein cœur du centre-ville. Parfois, ce sont des îlots entiers qui sont impactés. Donc depuis 2020, 39 immeubles concernés par des procédures de péril ordinaires ou illégales. La commune mène une politique volontariste en initiant et participant à des dispositifs agissant sur le cadre de vie, notamment avec la métropole Aix-Marseille-Provence. Nous avons des conventions cadres habitat multisite, des missions d'acquisition foncière et de portage foncier avec études préalables, des conventions d'intervention foncière tripartite, commune, métropole et l'EPF PACA. Nous avons l'opération embellissement des façades, nous nous sommes inscrits dans la démarche envie de ville. Au niveau du PLUI, nous avons réalisé une OAP centre-ville. Cependant, la ville se dégrade. Vous le voyez bien, le centre-ville se dégrade. Donc, il s'y concentre une forte proportion de logements et d'immeubles mal entretenus, favorisant des îlots d'habitat dégradés, voire très dégradés, occupés par des populations modestes. Donc, dans un esprit volontariste et pour compléter la palette d'outils existants, la commune d'Oriol sollicite la métropole afin de mettre en œuvre le dispositif d'autorisation préalable de mise en location des logements privés sur son centre-ville. En effet, l'autorisation préalable de mise en location d'un logement situé dans la zone définie sera délivrée par la présidente de la métropole compétente en matière d'habitat et de lutte contre l'habitat indigne. Donc, la métropole compétente pour instruire le permis de louer l'est également pour l'instruire. Elle aura en charge les différentes étapes du processus d'instruction qui conditionnent l'autorisation préalable de mise en location des logements situés à l'intérieur de ce périmètre. Ce dispositif sera mis en œuvre pour une durée de 24 mois à compter de son entrée en vigueur. La commune aura un rôle de conseil et d'information des usagers. Donc, il y aura une campagne de publication qui sera menée entre la date de publication de la délibération et l'entrée en vigueur de cette dernière. Donc, ainsi, je vous propose de prendre acte de l'instauration pour une durée de 24 mois à compter de l'entrée en vigueur du dispositif sur le périmètre joint, la mise en œuvre du dispositif d'autorisation préalable de mise en location ou en relocation des logements privés, vides ou meublés à usage de résidence principale, de prendre acte de la délimitation du périmètre qui est joint et enfin d'autoriser Madame le maire à signer tous les documents se rapportant à cette affaire. C'est une nécessité que d'instaurer ce permis de louer, vu l'état dégradé. Il nous vient juste une question. Si les propriétaires passent outre, comment on s'en rend compte? Qu'est-ce qui se passe? Comment vous allez pouvoir... c'est une question dans le fonctionnement du processus. Comment ça... J'ai un appartement au centre du village et ma foi, ce permis, je passe outre et je loue quand même. Alors, comment vous en rendez compte? Là, nous sommes en relation avec les services de la métropole qui nous épaulent pour l'instauration de ce permis de louer. C'est eux qui vont gérer la délivrance, l'instruction et le suivi donc, de toutes les demandes. Après... Oui, s'il y a une demande, mais moi je ne demande rien, je loue quand même. Qu'est-ce qui se passe? Je ne le ferai pas. Hein. je rassure tout le monde. Il y aura certainement des sanctions derrière ça, je pense, avec la métropole. Oui, pardon. C'est déjà en place sur cette oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est déjà en place sur Marseille, c'est pas simple. Parce que c'est grand, c'est inconnu, enfin, les gens ne se connaissent pas forcément. Sur Oriol, à mon avis, on va vite savoir qui va mettre en location. Il y a une veille du parc locatif. Pardon? Il y a une veille du parc locatif. D'accord, oui. Non, c'est un questionnement que... Il va y avoir des études, un suivi, des équipes... Il va y avoir des contrôles. Oui, tout à fait. Parce que si c'est des agences, ok, mais si c'est des propriétaires, ils passent pas par l'agence. Oui, mais d'abord il y a une veille là-dessus, il y a des diffusions sur les réseaux sociaux, il y a des diffusions par des panneaux, donc on sait quand il y a des biens à louer en général, et puis on est particulièrement vigilant aujourd'hui sur certains immeubles. Donc voilà, après, peut-être qu'il y en aura un ou deux qui passeront dans les mailles du filet, mais en tout cas l'objectif c'est de ne plus subir, mais d'agir et vraiment d'avoir de la prévention et surtout d'accompagner les propriétaires dans la réflexion de leurs biens. De leur proposer des solutions aussi, parce que bien souvent, il y a une méconnaissance des aides qui peuvent être proposées pour pouvoir réhabiliter un bien. Donc c'est aussi
il ne faut pas le voir comme quelque chose de répressif, mais au contraire, c'est un service de la métropole qui va être au service des administrés pour pouvoir réhabiliter des biens, parce que une gouttière qui ne fait pas son office, ou une petite fente dans un immeuble, ça peut être une réparation qui ne coûte pas grand-chose. Quand ça fait 5 ans que l'eau s'infiltre dans un mur, ça donne les résultats que nous avons aujourd'hui. Donc il faut vraiment qu'on anticipe aujourd'hui, qu'on donne les outils aux propriétaires de faire des petits travaux qui ensuite permettront de ne pas se retrouver dans des situations catastrophiques que nous constatons aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, quand on rentre dans un immeuble qui a été frappé de péril imminent, les travaux sont colossaux. Et personne ne veut venir racheter un immeuble qui a été frappé de péril imminent. Ni les bailleurs sociaux, ni l'EPF, ni... Il n'y a personne qui veut venir se mettre là-dedans parce que c'est absolument pas rentable. Donc aujourd'hui, on a une grande difficulté parce qu'ils sont là et qu'il faut les traiter. Il faut qu'aujourd'hui, on arrive à anticiper, à prévenir pour les années qui viennent, et qu'on ait des propriétaires qui prennent vraiment conscience de l'importance d'entretenir ces biens qui sont dans les centres anciens. Non, on est bien d'accord avec vous là-dessus, il n'y a aucun souci. C'était un petit questionnement qu'on avait, mais après, évidemment, il existe des lois, elles sont très compliquées à mettre en place. Voilà, ça... Et j'espère qu'au bout du bout, on arrivera à ce que tous ces centres anciens soient à peu près rénovés comme il se doit. On ne connaît plus ces marchands de sommeil, mais ça... Alors, ce qu'il faut voir, c'est que là, il y a un stock de logements en péril. Un stock, c'est malheureux de parler comme ça. On traite donc là, actuellement, ces logements. Cet outil-là est mis en place pour juguler donc, cette hémorragie et donc éviter que de nouveaux logements soient déclarés en péril. Voilà. On ne peut pas se permettre de laisser... Il y en a de la santé aussi des citoyens. Oui. On voit dans ces logements, que ce soit l'asthme, le saturnisme, etc. Tout à fait. C'est clair. Quelque part, ça va forcer un petit peu les propriétaires à être responsables et à entretenir leur logement. Pas de souci là-dessus. Donc, tout le monde est d'accord avec ce dispositif. Il sera voté à la métropole le 5 décembre, en urgence, parce qu'ils sont venus en aide. Après, ils nous appellent au secours et voilà, je les remercie aussi pour leur réactivité. Aussi bien le préfet, puisque nous avons rencontré le préfet la semaine dernière, que la métropole qui est venue avec son DGS en personne pour venir trouver des solutions avec nous. Nous avons rencontré aussi l'EPF. Enfin, il y a des dispositifs qui se mettent en place face au nombre important de ces logements qui sont en péril et de ces immeubles qui sont en péril. Donc nous passons au rapport numéro 22. Il s'agit d'un fonds de soutien à la restauration et à la valorisation du patrimoine dans le cadre du dispositif patrimoine de la métropole. Donc là, il s'agit d'une demande de subvention que nous faisons à la métropole à hauteur de 42%, donc un coût de travaux de 840 000 € hors taxe. Et donc voilà, c'est une demande de subvention que nous faisons à la métropole qui va permettre de financer une partie des études d'assistance à maîtrise d'ouvrage, de maîtrise d'œuvre, de sol, de passage de caméras réseau, avec des travaux de réhabilitation de la toiture, de la charpente, de la voûte, de l'abside, du renforcement de la structure et de la réhabilitation des escaliers, des menuiseries, des peintures, des carrelages, de chauffage et de mise aux normes des installations électriques. Alors pour l'instant, le coût des travaux s'élève à 2 millions d'euros en prévision. On espère qu'on ne sera pas, ça ne sera pas plus élevé. L'état de l'église est préoccupant. En fait, la structure s'ouvre en deux. Donc, tout bouge. Il y a des témoins un petit peu de partout et on intervient sur le plus urgent. Et je pense que d'ici 2026, on va passer ces 2 millions d'euros. Voilà. Est-ce qu'il y a une question par rapport à cette subvention?
Un vote pour, à l'unanimité, pour notre Église. Le rapport 23. Je vais laisser la parole à Christine Henry, conseillère municipale déléguée à la petite enfance, pour l'approbation d'un avenant. Merci Madame le maire. Bonsoir. Il s'agit d'approuver l'avenant numéro 2 au contrat de concession de service public pour la gestion et l'exploitation du multi-accueil des Pichonnets du fait du réajustement de la participation communale. En effet, suite à des départs d'agents, suite à radiation ou inaptitude et au remplacement par des personnes à des rémunérations inférieures, cela permet de réajuster à la baisse la compensation pour obligation du service public de 60 000 € en régularisation depuis janvier 2024. Il est introduit une modification de l'article 41. Ainsi, je vous propose d'approuver cette modification et d'autoriser Madame le maire à signer tout document relatif à cette affaire. Je vous propose donc d'approuver le projet d'avenant numéro 2 tel que proposé en annexe, d'approuver la modification de l'article 41 du contrat de DSP et d'autoriser Madame le maire à signer cet avenant et tout document relatif à cette affaire. Madame la maire. On a bien compris que pas mal de personnel... Je crois qu'il marche pas. C'est allumé. Plusieurs personnes du personnel communal n'exerçaient plus à la crèche. Notre question, c'est que du personnel moins payé, donc j'espère pas moins qualifié, pour avoir un accueil équivalent. C'est parce qu'elles sont plus jeunes, tout simplement. Ok. Merci pour nos petits. Proche de la retraite, ils sont partis. Oui, tout à fait. Alors s'il y a bien un endroit où on ne peut pas faire n'importe quoi, c'est vraiment à la crèche. Et les personnes qui sont embauchées sont toujours diplômées. Et ça, c'est indispensable pour pouvoir être embauché. Ensuite, il y a d'autres critères, bien sûr. Mais le premier, c'est le diplôme. Donc un vote pour à l'unanimité. Le rapport numéro 24, il s'agit de l'ouverture dominicale des établissements de commerce de détail. Je laisse la parole à M. Alouche. Oui, bonsoir. Comme d'habitude, comme nous le faisons chaque année, il s'agit de l'ouverture dominicale des établissements de commerce de détail pour 2025 et des demandes de dérogation. Donc pour cette année 2025, il y aura 12 dimanches, donc le 12, 19, 26 janvier, le 2 février, le 29 juin, le 6, 13, le 20 juillet et 14, 21 et 28 décembre. Et le 7 aussi. Et le 7. Voilà, donc je vous propose, donc, si vous êtes d'accord, de donner un avis favorable à l'ouverture de ces 12 dimanches pour 2025. Bon, bien entendu, ça a été fait en concertation avec les commerçants. C'est une délibération qu'on passe chaque année. Un vote pour à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport 25, c'est l'état d'assiette et destination des coupes de bois dans la forêt communale pour l'année 2025. Et je laisse la parole à Madame Brûlé. Bonsoir. Alors, il s'agit d'approuver la convention d'exploitation et de vente groupée de bois sur la proposition d'état d'assiette faite par l'ONF dans la forêt communale indivise Auriol-la-Bouilladiste pour l'année 2025 et autoriser Madame le maire à signer tous les documents se référant à cette affaire. Merci Madame Brûlé. Sans voix. Est-ce qu'il y a des questions? Là aussi, c'est une convention qu'on passe chaque année. Un vote pour à l'unanimité. Le rapport 26. Alors, je laisse la parole à Madame Monnier. Ou Manon, non, ça c'est Manon qui est arrivée. Donc, sur la convention relative à l'événement métropolitain Lecture par nature. Madame Limajur, vous écoute. Bonsoir à tous. Donc, il s'agit d'approuver la convention relative à la manifestation métropolitaine Lecture par nature, consacrée à la promotion de la lecture publique qui se déploie dans l'ensemble des bibliothèques du territoire, dont celle d'Auriol. Pour sa 8e édition, Lecture par nature développe différentes propositions artistiques
autour d'une grande thématique commune, hydropholie. Pour rappel, cela fait plusieurs années que la commune d'Oriol participe à ce projet. Cette année, les bénéficiaires seront des élèves de CM2 de l'école Jean-Rostand. Après 4 séances de travail avec l'association Compagnie La Paloma, une restitution de leur production aura lieu à la médiathèque Marie-Rose Peugeot le jeudi 23 janvier 2025. Ainsi, je vous propose d'approuver cette convention et d'autoriser le maire à signer tout document relatif à cette affaire. Pas de questions. Ça aussi, ça revient chaque année. Donc un vote pour l'unanimité. Le rapport 27, c'est l'approbation d'une convention de partenariat en vue de l'organisation d'une journée de concert avec l'association Oriol en Sol. C'est une autorisation donc, pour que je puisse signer cette convention. L'année dernière, nous avions organisé 3 jours avec l'association Oriol en Sol. Donc, il s'agit cette année de la 4e édition de son festival de musique classique. Et il se déroulera en partie à la Confluence le 17 janvier prochain. Alors, vous savez que c'est une structure associative d'intérêt général dans le domaine de la culture pour la promotion de la musique classique auprès du plus grand nombre. Et ce vendredi 17 janvier, il y aura des élèves des écoles de la commune, donc des élèves de CM1, de CM2, des collégiens, des 6e, qui vont bénéficier d'une représentation le matin, qui sera suivie d'un entretien débat avec les artistes. Et il y aura aussi des jeunes en situation de handicap du foyer de vie existé. Voilà, qui vont venir participer à cette séance. Et le soir, l'association programmera un concert de musique classique tout public. Voilà, je vous demande d'approuver ce projet de convention pour une soirée, une journée de qualité sur la musique classique à Oriol. Vote pour à l'unanimité. Le rapport numéro 28, c'est l'approbation d'une convention de mise à disposition à titre gratuit d'un espace de spectacle à l'occasion de la tournée des chants de Noël du Conseil départemental. Donc là aussi, c'est une délibération, les chants de Noël, la tournée des chants de Noël se fait chaque année sur la commune, d'habitude à l'église, mais comme nous n'avions pas la certitude de pouvoir accéder dans l'église pour la fin décembre, on a proposé l'organisation de cette tournée à la salle de la Confluence. Et on a bien fait puisque les travaux de l'église ne seront pas terminés sur cette période-là. Et il s'agit d'un concert qui aura lieu le 19 décembre 2024. Et nous avons choisi cette année un Noël italien. Voilà, c'est un concert gratuit, financé par le département des Bouches-du-Rhône et qui, en général, rencontre un très très grand succès puisque nous sommes obligés de refuser du monde dans l'église. Donc j'espère que là, on aura suffisamment de place. En tout cas, le 19 décembre prochain, on vous attend nombreux à la Confluence pour un Noël italien. Un vote pour à l'unanimité. Le rapport 29, que je présente également en l'absence de notre conseillère municipale déléguée à la culture, Anne-Marie Vallée. Il s'agit d'un partenariat en vue de l'organisation d'un spectacle avec une coproduction simple qui a pour but de favoriser la promotion et la production de spectacles. Et donc ça s'inscrit à la fois dans la volonté de favoriser la création artistique tout en apportant des conditions favorables à une rencontre de proximité entre les artistes, un lieu nouveau et la population locale, ce qui permet évidemment de tisser des liens sur le territoire. Et pour mettre en lumière justement tout ce travail associatif de qualité, plusieurs spectacles amateurs ont été intégrés dans notre programmation 2025 que vous découvrirez sous peu et qui vous réserve de très très belles découvertes. Et là, ce soir, il s'agit d'approuver la convention de partenariat avec l'association Lascar, dont le siège social est à Roqueverbe et qui compte bien entendu des Oriolais dans sa compagnie, mais puisque c'est une salle métropolitaine, nous sommes ouverts à toutes les compagnies de qualité, même amateurs, qui pourraient venir se produire ici. Et nous ferons le plaisir de jouer le 1er février une pièce qui sera intitulée « Super diplomate, mais je me soigne ». Voilà, les bénéfices de cette recette seront à l'issue du spectacle partagé entre la commune, 20%, et l'association, 80%. Voilà, je vous demande de m'autoriser à signer cette convention. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Pour à l'unanimité, je vous remercie.
Le rapport numéro 30, il s'agit de dénommer des voies et je laisse la parole à Monsieur Brunet. Merci Madame le maire. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Cette délibération concerne l'intégration et la validation de l'ensemble des adresses de la commune dans la base d'adresses locales. Depuis plus d'un an, les services de normalisation travaillent en partenariat avec les services publics de la Poste pour vérifier et mettre à jour les adresses dans les conditions et que chaque foyer ou bâtiment soit reconnu par une adresse unique, c'est-à-dire une dénomination de voie et une numérotation. Ce travail est une obligation de la commune à répondre à la loi de décentralisation, aux lois 3DS. Cette identification unique contribue à la qualité de vie en améliorant les services et surtout en facilitant la rapidité des services d'urgence. Pour les acteurs locaux, cette géolocalisation est un facteur de développement en facilitant les accès clients-fournisseurs. Alors, quelques chiffres pour montrer l'ampleur du travail réalisé, et j'en profite pour remercier le service de normalisation et le personnel de la Poste pour cet énorme travail réalisé. Alors, c'est 4100 adresses qui ont été vérifiées et validées, 320 voies analysées, dont 53 renommées avec environ 350 logements touchés. Nous sommes conscients que ces changements d'adresse sont contraignants, mais ils sont nécessaires pour une qualité de vie individuelle et globale pour la commune. Considérant la nécessité et l'obligation d'identifier clairement ces adresses, je vous propose d'adopter cette délibération, l'ensemble des dénominations de voies proposées dans l'annexe et leur intégration dans la base d'adresse locale. Merci. Madame Almana. Juste pour signaler que le listing qu'on nous a fourni était complètement illisible et très difficile à déchiffrer. Parce que pour l'anecdote, ma rue était concernée, j'ai cherché quand même assez longtemps pour savoir comment ça se passait. Donc c'était très très compliqué à voir. Oui, c'est la confection du tableau qui a La confection du tableau a fait qu'on avait n'avait pas mal scanné, vous auriez dû nous le demander à l'envoi du conseil municipal. C'est pas très... Bon, de toute façon, vous pouvez le consulter, on vous l'enverra, on va vous l'envoyer de meilleure qualité. Donc un vote pour l'unanimité, alors il s'agit quand même d'un travail important, vraiment très important qui a été mené par nos services et puis par notre élu à la normalisation, que je remercie, et donc qui aboutit aujourd'hui en partenariat avec la Poste. Et bon, effectivement, ça va faciliter et les secours et la distribution du courrier. Une petite question, parce que nous, quand nous avons reçu le courrier, on n'a pas compris ce qui se passait. Et effectivement, je suis descendue voir dans le service concerné pour essayer de mieux comprendre pourquoi notre rue devait changer de dénomination. Donc je me pose la question à savoir si ça a été un peu pareil pour d'autres rues ou pas. Parce qu'à la vente de nos biens, pour nous, notre rue était dénommée déjà. Or, apparemment pas. Bon, ça ne concerne pas tout le monde, mais en fait, au départ, ça n'a pas été assez clair dans le courrier, si vous voulez. Mais après, on a compris, en se déplaçant, on a compris la raison, et effectivement, on a approuvé, il n'y a pas de souci. Votre voix, je me suis posé la question à savoir s'il y a eu d'autres personnes qui ont été interpellées comme nous par ça. Votre voie avait une dénomination, elle était nommée par un nom, chemin quelque chose ou impasse. Non, mais justement, en fait, on a appris qu'en fait, elle n'avait jamais été dénommée, ce qu'on ne savait pas, puisqu'à la vente de nos biens. Oui, c'est justement l'objet du travail. C'est-à-dire qu'en fait, à Auriol, il y avait des quartiers. Oui. Moi, par exemple, le quartier de Vanville, il y avait 10 maisons quand il a été nommé. Puis après, il y a peut-être, je ne sais pas combien de maisons, mais il y a des impasses. Du coup, si vous voulez, il y a un travail qui se fait en partenariat avec les CIQ et les ASL, qui est important aussi, avec les habitants quand ils sont concernés, qui sont 2 ou 3 dans la rue. Évidemment, ce sont des propositions qui sont faites par les administrés. L'idée, c'est que chaque lieu de la commune soit identifié par une voie, une rue, une impasse, une avenue, un boulevard. Voilà.
et surtout qu'il n'y ait pas de doublons, parce qu'on avait aussi cette difficulté, c'est qu'il y avait des rues qui avaient le même nom dans des quartiers différents. Et donc du coup, vous avez des livraisons, alors tant qu'il s'agit d'Amazon qui se trompe avec le colis du petit, c'est pas grave, mais quand c'est les pompiers qui viennent et qui interviennent pour un infarctus, ça l'est un peu plus. Voilà. Donc il fallait absolument qu'on apporte un peu plus de clarté là-dedans, et puis surtout que ça soit logique, qu'il y ait... il y avait des quartiers où il y avait impasse du même nom, rue du même nom. Là aussi, ça a été fait en concertation avec les quartiers, pour que ça soit, avec les habitants, pour que ça soit cohérent et surtout qu'il n'y ait pas de doublon. Non, mais après on a bien compris, mais effectivement, dans un premier temps, on s'est tous un peu regardés ensemble. Oui, c'est sûr que quand vous avez acheté, il y avait un nom. Mais en fait, le nom, il devait concerner peut-être tout un quartier. Donc du coup, il faut que ça soit plus simple. Et puis après, il y a les numéros de rue qui donc démarrent du début de la rue. Et ensuite, avec des métrages qui arrivent au pas de votre porte. Donc là aussi, c'est une logique que nous appliquons. C'est la loi. Hein. Ah oui, mais on l'a bien compris. Aucun souci. Mais on a eu quelques questions, mais je pense que ça s'est plus ou moins bien passé dans l'ensemble. Ça s'est bien passé, oui. Ouais. Pas de souci. Ok, donc un vote pour à l'unanimité. Nous continuons aussi sur des hommages avec une plaque hommage en l'honneur de Monsieur Louis Ray. Alors c'est une délibération que va présenter Monsieur Denis Brunet, mais on va dire qui a été travaillé par Claude Courchier qui a présenté ce projet, donc ils vont faire cette présentation à deux voix. Donc cette délibération concerne la pose d'une plaque en hommage à l'honneur de M. Louis Ray, qui aurait eu 100 ans cette année. Alors, comme elle avait déjà expliqué Mme le maire en introduction, Louis Ray était un sportif cycliste reconnu dans toute la Provence, avec des victoires et de très nombreuses courses cyclistes. Il était passionné de cyclisme, il travaillait dans un atelier de cycle à Aix-en-Provence et faisait les allers-retours quotidiens en vélo. Et à 90 ans, il continuait à gravir la Sainte-Barbe. La plaque sera posée à la place Sainte-Barbe, à proximité de l'impasse Coulette, où il avait aussi un atelier de réparation et d'entretien des vélos. Cette plaque hommage célèbre un homme dont l'engagement sportif, la compétence technique et la bienveillance restent un modèle au sein de la communauté d'Oriol. Je vous propose d'installer cette plaque hommage en l'honneur de M. Louis. Tu as tout dit, hein? Voilà. Est-ce que tu peux compléter un peu, Claude? C'était un amoureux de la petite reine et il a réparé toutes les bicyclettes déjà d'Oriol. De Marseille. Et de Marseille. Et il avait son nom en Italie, chez Campagnolo, qui ne connaît pas l'UEV. Voilà. Merci. Donc je pense qu'on est tous d'accord pour cette dénomination. Donc un vote à l'unanimité pour Monsieur Louis Ray, dont je salue la mémoire, et nous allons prévoir cette plaque certainement au printemps, je pense, avec l'organisation certainement d'une compétition. On est en train de réfléchir là-dessus sur une course, sur quelque chose qui pourra amener du monde, faire parler de ce monsieur et lui rendre l'hommage qu'il méritait. Nous passons au rapport numéro 32 et je vais vous présenter ce rapport. Donc je vous l'ai dit en introduction, il s'agit de décider de dénommer les 5 terrains de tennis nouvellement construits dans le secteur des Artaux. Comme pour la salle des fêtes des Marronniers en centre-ville, nous avons fait appel à l'imagination de nos administrés pour trouver un nom à nos cours de tennis. Alors au départ, c'était pas un nom à nos cours de tennis, c'était un nom au tennis. Et au vu de la forte participation des administrés et de la proposition de noms intéressants, nous avons décidé de nommer les tennis des Artaux, tout simplement, parce que c'était aussi une proposition qui avait été faite, et de donner le nom de chaque cours de tennis, donc à le premier, M. Claude Mazali, Jean-Claude Puchol, Alain Sanchez, vous avez entendu
bien connus, et Jean-Claude Bousteau et le jeune Jérémy Taïeb. C'est des personnalités qui ont contribué à enrichir l'histoire sportive et l'esprit communautaire de la ville, et ils seront honorés par cette dénomination. Donc les Oriolais, ils ont vraiment voté avec enthousiasme. Ça me permet de dire qu'ils ont témoigné de leur attachement à ces figures emblématiques. Alors pour mémoire, Claude Mazali a occupé le poste d'adjoint au sport sous Lucien Martin pendant 15 ans. Il a joué alors un rôle important dans le développement des infrastructures sportives d'Oriol, et il a participé à la création des cours de tennis au quartier de l'Aide et au transfert du stade Emmanuel Boyer du quartier Basseron aux Artois. Jean-Claude Puchol, il a présidé le tennis club d'Oriol pendant plus de 6 ans, et il s'est toujours investi pleinement, notamment en tant que seul juge arbitre du club lors de sa fondation en 1982. Ce rôle crucial qu'il a exercé jusqu'en 2013 avant l'arrivée de M. Dumas faisait de lui le référent principal pour l'organisation des tournois sur la commune. Alain Sanchez, il a été conseiller municipal pendant 2 mandats aux côtés de Daniel Garcia. Tennisman assidu et ancien président du club, il était reconnu pour son implication active dans le domaine sportif de la commune. Jean-Claude Bousteau, administré oriolais, actuellement membre du comité exécutif et vice-président de la FFT en charge de l'équipement et du beach tennis, a marqué son empreinte la vie tennistique régionale. Ancien président de la Ligue, il a exercé en tant qu'arbitre pendant plus de 20 ans et a également formé de nombreux arbitres en sillonnant les tournois régionaux durant de nombreuses années. Et enfin, Jérémy Taïeb, jeune joueur, prometteur et figure marquante du tennis d'Oriol, il a laissé une empreinte profonde malgré sa disparition prématurée à l'âge de 19 ans. Doté de grandes valeurs humaines, il était unanimement apprécié et admiré. Le club a déjà honoré sa mémoire par la création du trophée Jérém, et désormais, l'un des cours portera son nom en hommage à son parcours exceptionnel. Voilà, je vous propose de dénommer les terrains de tennis ainsi que suit. Donc Claude Mazali, Jean-Claude Puchol, Alain Sanchez, Jean-Claude Bousteau et Jérémy Taïeb. Est-ce que nous avons l'unanimité sur ces dénominations? Je vous remercie au nom des familles qui sont très heureuses de pouvoir laisser ces tennis avec la mémoire de ces noms. Nous avons terminé les délibérations de ce conseil municipal, donc conformément à l'article 21-22-23 du Code général des collectivités territoriales, je dois vous rendre compte de l'exercice de mes délégations découlant de l'article L21-22 de ce même code, délégations qui ont été fixées dans la délibération 113 en date du 14 novembre 2022. L'Assemblée délibérante vous a transmis la liste des décisions prises depuis le 10 septembre 2024, date d'envoi du précédent conseil municipal, ainsi que la copie intégrale de l'ensemble de ces décisions. Je remercie le service des assemblées ainsi que les services pour ce travail important pour préparer le conseil municipal. On a eu jusqu'à l'envoi la semaine dernière les dernières délibérations qui ont été faites en urgence. Donc merci pour leur réactivité. Et je vous informe que le prochain conseil municipal devrait avoir lieu le 16 décembre 2024. Et je lève la séance. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.